un coureur, Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche. Un coureur est tombé. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma moto. Oui, je vais attendre. Je regarde bien Alex Zoule. Avec l'attaque d'Anti-Schleck, là, c'est Nibali le premier à sauter dans sa roue. Frank Schleck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché. Lance Armstrong est lâché. Et il est littéralement à pied, comme on dit, dans les milieux cyclistes, alors que tout le monde le passe. Bonjour ou rebonjour, bienvenue donc pour la seconde partie de notre émission Les commissaires de course, que vous pouvez toujours retrouver soit sur cette chaîne YouTube, soit sur notre forum veloclub.net. Alors là maintenant, nous allons aborder l'actualité un peu plus récente et on revient vers le World Tour, une course à étapes qui est maintenant bien installée dans le calendrier au mois de mars, une course qui attire souvent de grands noms. On peut dire que la liste est plutôt conséquente. On retrouve notamment Valverde, les frères Yates, ou Esteban Chavez. On retrouve beaucoup de monde pour les grimpeurs parce que c'est une course au départ pour grimpeurs, à savoir le Tour de Catalogne. Un Tour de Catalogne qui a commencé il y a quelques jours. On retrouve quelques Français. Alors je ne sais pas si parmi vous il y a des gens qui brûlaient de voir déjà ce Tour de Catalogne démarrer après donc ce Milan-San Remo finalement un peu ennuyeux semblerait. Vous vouliez peut-être vous rattraper avec le Tour de Catalogne? Vous êtes content? Bah, personnellement, oui, les profils me faisaient envie, mais j'ai l'impression que les organisateurs, c'est un peu des escrocs, hein. Par rapport à l'année précédente, ils font genre, on a des profils qui donnent un peu plus envie, mais en fait, ils ont prévu des profils bis parce qu'ils savaient très bien que ce qu'ils annonçaient n'allait pas être tenable, avec des ascensions à 1900, 2000, 2100 mètres d'altitude. Donc, c'est un peu la douche froide. Il y avait de quoi pâter le chaland. On a un peu cette impression-là, ouais. Moi je suis d'accord avec Daniel à 100% là-dessus, où tous les ans le Tour de Catalogne nous sort des super profils qui nous font saliver dès la sortie du parcours, et au final on se retrouve avec des parcours bis un peu bidons. Cette année, il y avait, parce qu'avant le traditionnel col de la Molina, pour une fois, on avait une montée juste avant. On avait un enchaînement de cols. Oui, et du coup hier, moi je croyais à un moment qu'on aurait quand même cet enchaînement, mais pas la montée finale. Et ensuite, j'ai vu le tweet des organisateurs où ils avaient raboté tout complètement, comme ça c'était parfait. Mais de toute façon, même si le parcours était bien, pour moi le Tour de Catalogne, j'en avais parlé quand on parlait de Tirreno la semaine dernière, c'est vraiment le pétard mouillé par excellence. Puisqu'on a les équipes qui arrivent à bloc là, avec les gros équipiers, les gros leaders, sur des autoroutes. Alors des autoroutes parce que c'est un super revêtement et c'est chiant. Mais il se passe rien. Les gars qui attaquent, c'était sur des routes larges. Alors, il n'y a aucune impression intéressante. Ça fait pas vraiment montagne. Ils prennent 50 mètres. Il y a la Sky qui fait son rythme de montée en watts quand c'est pas une autre équipe qui les imite. Et c'est toujours au sprint sur les 2 derniers kilomètres avec des coureurs qui se jalonnent sur 20-30 secondes. J'aimais cette épreuve avant, et depuis qu'elle est passée vraiment au World Tour et qu'elle attire de plus en plus de monde, c'est une épreuve que je ne supporte pas. Et chaque année, je dis que ça va être pourri, et chaque année, ça l'est. Du coup, je pense que Valverde va gagner, puisque quand une course est pourrie et que ça arrive plus ou moins au sprint, c'est lui qui gagne. Et comment expliquer que ça ait cet intérêt, justement, cette course pour les coureurs? Je pense que c'est rien, quoi. Ouais, mais je pense que déjà, ça permet de se jauger. Et également, par rapport à où elle est placée dans la saison, d'un côté, tu as les Flandriennes, donc les leaders de Grand Tour, ils vont pas aller là-bas. Et ça permet de se retrouver, peut-être même de faire des stages en Espagne ensuite, partir vers Teide. Et tout simplement, après, ouais, c'est la première épreuve de véritable montagne, je crois, de la saison. Et c'est pas trop dur, donc voilà, je pense qu'il se retrouve. En fait, je pense qu'elle bénéficie énormément de son placement dans le calendrier. Et aussi, il y a pas mal de coureurs qui habitent dans la région, donc je pense qu'ils sont un peu contents de courir chez eux sur les routes d'entraînement, et ils prennent ça un peu comme un entraînement. J'avais pas pensé à ça, mais t'as raison. Ouais.
Comme tu le dis, Daniel, ouais, on voit aussi on a aussi cet exemple au Tour de Valence en début de saison. Comme tout le monde est en stage à Dénia ou dans les environs, du coup, on a une start list énorme début février au Tour de Valence. Et je pense que c'est un peu la même chose que ce que tu dis là, quoi. Les coureurs sont tous à domicile. Je crois qu'il y a Michael Woods, par exemple, de chez Cannondale ou Education First qui habite en Catalogne. Je sais plus, je crois qu'il y a d'autres exemples aussi, non? Mais c'est pas forcément un avantage parce que il y a beaucoup de grands noms, mais est-ce qu'ils font vraiment la course? On a l'impression qu'ils sont là pour faire. On retrouve un peu le déroulé qu'au Tirreno. Le problème, c'est que, enfin, c'est un point de vue tout à fait personnel, mais cette course ne m'enthousiasme vraiment pas du tout. J'y vois vraiment très peu d'intérêt et il n'y a pas beaucoup de passion qui ressort de cette course. Alors après, à sa décharge, ça tombe en même temps plus ou moins que les Flandriennes et puis forcément, on est tous très impatients de voir les Flandriens remonter de Milan-San Remo vers la Belgique pour participer à toutes ces courses. Donc, on a beaucoup d'attentes. On sait que là, il y aura du spectacle. Et le Tour de Catalogne, voilà, le soir, on va voir les résultats en rentrant du boulot. Mais il n'y a pas vraiment un gros regret d'avoir manqué l'étape ou autre. C'est vraiment triste à dire, mais j'arrive pas à m'enthousiasmer. Et peut-être pour les bonnes raisons. Une course vélo, ouais. C'est stéréotypé. Non, mais c'est ce que veulent les grosses équipes. Elles contrôlent très bien la course. Malheureusement, il n'y a pas vraiment de surprise. Et je faisais parallèle avec le Tirreno de cette année, où on retrouve un peu le même style de roulement de course, avec à peu près le même genre de start-list, c'est-à-dire beaucoup de coureurs qui sont là pour préparer les grands tours principalement. Et je pense que finalement, si on leur laisse le choix entre un programme à la Paris-Nice, où on se retrouve avec un temps pourri, des bordures, des chutes, on peut rater le classement général parce que voilà, on n'a pas été vigilant juste à un certain moment et on s'est fait bordurer, on perd 10 minutes. Et un autre où finalement les étapes de place sont prévisibles, on va accélérer sur les 10 derniers kilomètres tranquillement et avoir des étapes, peu d'étapes piégeuses. Bon, voilà, le choix pour eux est malheureusement vite fait. Alors, est-ce que c'est la faute des organisateurs? Est-ce que c'est la faute des coureurs? Je ne sais pas comment s'est mis en place ce cercle vicieux, en quelque sorte, où on voit vraiment les profils des étapes se mettre au diapason de la mentalité de certaines équipes. C'est un consensus. Un consensus qui rend la course assez inintéressante, mais malgré tout, on a un palmarès qui est vraiment impressionnant. Ces dernières années, on a eu Valverde qui a gagné, Quintana, Porte, Joaquim Rodriguez. La seule tâche, ça me fait un peu mal de le dire, c'était en 2012 lorsque Albazini a gagné la course. C'est le seul nom qui finalement n'est pas très clinquant. Il l'avait gagné à cause d'une étape de montagne qui avait été annulée. À cause de la neige, ouais. C'est vrai. Voilà, il a eu le mérite d'attaquer l'étape d'avant et du coup d'avoir conservé cette avance. Et on se retrouve avec, et après je vais donner la parole à Daniel, mais on se retrouve avec des grands noms qui gagnent la course, mais finalement un intérêt qui est relativement limité, avec peu de spectacles. Oui, je me permets de rebondir là-dessus. En fait, depuis le début de la saison, la moitié des courses World Tour ne sont quasiment pas disputées. Les coureurs sont là, ils font leurs kilomètres, mais il n'y a pas de grosses bagarres pour obtenir la victoire, alors que c'est quand même l'objectif d'une course, surtout World Tour. Sur le Tour Down Under, on a vu pas grand-chose en termes de bagarre entre les favoris. Sur Tirreno, on n'a rien vu, et Catalogne, a priori, ce sera un peu la même chose. Donc c'est que les coureurs abordent ces courses comme de la préparation, des kilomètres à enquiller, mais il se passe pas grand chose, quoi. Bon, il y a un vainqueur, c'est sûr, mais sans plus. Moi, je mettrais juste un petit bémol. Je suis d'accord dans l'ensemble, complètement avec toi, mais aujourd'hui, au final, je me demande si ça n'a pas été une bonne chose pour le spectacle, cette annulation de l'étape, dans le sens où on a eu un Thomas De Gendt qui a résisté au peloton, des favoris qui sont quand même un petit peu sortis, et si on était arrivé à 2000 mètres d'altitude, je suis pas sûr qu'on aurait juste eu un sprint au final de 500 mètres entre Valverde et le reste du monde, et qu'au final, cette annulation n'a pas été un mal pour un bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Si on reste sur l'étape en elle-même... Sur l'étape du jour, ouais. Sur l'étape du jour, oui, peut-être, si on se concentre que sur l'étape. Maintenant, si on parle de l'ensemble de la course en général, et si on l'inscrit dans disons dans l'histoire des parcours précédents, il faut reconnaître que
bon, voilà. Ah, sur l'ensemble, je suis d'accord, mais il y a souvent un scénario préétabli. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu du quand suspense j'ai qu'on trouvé peut les pas derniers enlever kilomètres ça. de la course à suivre plutôt agréable. C'était plutôt sympathique à suivre. Autant hier était pas forcément intéressant. La première étape lundi, je l'ai trouvé assez sympa à suivre avec la petite bosse avant la fin et surtout la victoire du jeune Colombien Alvaro Odek, une belle petite découverte. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais... Et ben, encore un jeune de la pépinière Quick Step qui impressionne. Il me semble même que parmi les spécialistes du cyclisme colombien sur le topic, il n'était pas spécialement attendu à ce niveau il y a quelques années. Hein. Il était suivi, mais il a commencé à avoir de bons résultats chez les jeunes assez tardivement. Et là, par contre, la confirmation arrive tout de suite. On sait que Quick Step savent préparer leurs jeunes. C'est vraiment impressionnant. Surtout qu'il avait gagné quelques jours avant déjà, hein, il me semble. 3 jours avant. Classique. Voilà, sur la Hanzam. 2 victoires en une semaine, c'est quand même très impressionnant. Ils sont vraiment forts pour ça. C'est impressionnant à la Vuelta San Juan en début d'année où je crois que c'est lors de la première étape, on l'avait vu emmener Gaviria et on voyait que derrière, mais ça tirait la langue comme c'était pas possible. Il avait mis tout le monde dans le rouge sur 300 mètres. C'est là où il m'a bluffé pour la première fois perso. Et je pense que là, si elle se trouve, même Gaviria aura peut-être des petits soucis à se faire rapidement s'il continue sur la lancée. Ah, il y a du monde qui pousse au portillon déjà chez eux, c'est sûr. Mais alors, Odek pour la première étape, et ensuite on a eu Valverde pour la seconde. Inattendu. Valverde qui gagne un sprint massif. Inattendu, c'est vrai. Moi, je ne m'y attendais pas comme ça au départ lorsque j'avais regardé vite fait le profil de l'étape. Par contre, en regardant les derniers kilomètres, et en voyant aussi qui bat, on se rend compte que c'était quand même un sprint de costaud. Valverde qui gagne la deuxième étape, et lors de la première étape, moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment surpris, surpris, oui et non, c'est Nasser Bouhanni collé à la route, hein, incapable d'accélérer dans les derniers mètres, et qui de rage tape un peu sur son guidon et quitte la course le lendemain matin. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. De rage ou d'impuissance ? D'impuissance, peut-être plus d'impuissance, tu as raison Benjamin. Lors de l'enregistrement qu'on a fait la semaine dernière, cette émission pilote, tu nous disais que Bouhanni aurait aimé être présent sur Milan-San Remo et que finalement ce n'était pas un problème médical qui l'avait empêché de participer. Là, on a peut-être un élément de réponse par rapport à sa forme. Et peut-être qu'à posteriori, la décision de ne pas l'aligner sur la Primavera était justifiée. Et là, il y a quand même des soucis à se faire pour lui cette année, c'est vrai. On se rend compte que l'équipe a eu raison, parce qu'en plus, si je ne me trompe pas, il me semble que c'est Cofidis qui a décidé mardi matin de le retirer de la course. Ce n'est pas un abandon de Nasser Bouhanni. J'imagine qu'ils étaient d'accord sur la question, mais c'est Cofidis qui communique, qui retire son coureur, quoi. Mais pour revenir vite fait sur Milan-San Remo, quand on voit que Christophe Laporte finit 13e avec la moitié des rayons de la roue avant pété, ce qui est énorme, et qu'on voit Nasser Bouhanni 7e du sprint du Tour de Catalogne, on peut caler dans le sens du choix de la Cofidis d'avoir voulu que Bouhanni n'aille pas sur Milan-San Remo, surtout s'il revient vraiment de maladie à Milan-San Remo qui a été assez fortement pluvieux. Et ensuite sur le Tour de Catalogne, je comprends qu'il est retiré parce que il n'a plus rien à jouer. Même s'il y a des étapes qui se jouent en sprint plus mi-massif, on va dire, l'étape qu'a gagné Valverde, quand tu vois que Bouhanni est collé à la route comme ça, tu es sûr qu'il ne va pas suivre. Donc autant le préserver lui-même et qu'il se repose pour des échéances qui seront plus à sa portée. Mais ce début de saison pour Nasser Bouhanni est quand même assez difficile. Et j'ai l'impression qu'il y a un souci Bouhanni. Alors quand je dis un souci Bouhanni, je ne parle pas par rapport à son équipe, parce que le pauvre, on ne va pas non plus l'accabler, on ne va pas tirer sur l'ambulance. Mais quand on voit la sortie terrible de Jérôme Pinault dans Bistro Vélo, l'émission d'Eurosport, sur Nasser Bouhanni, il n'a pas mâché ses mots. J'aimerais quand même rebondir sur ce que tu viens de dire, Benjamin, sur 2 points. Le fait de retirer de la course parce qu'il n'a plus rien à jouer. À nouveau, la semaine dernière, lors de notre premier enregistrement, on se plaignait de ça et on disait que ce n'était pas très respectueux vis-à-vis des organisateurs de laisser partir les sprinteurs avant la fin. Donc là,
ce point est peut-être un peu discutable. Et l'autre question, c'est pourquoi est-ce qu'il est aussi peu en forme? Est-ce qu'il a besoin de repos ou est-ce qu'au contraire, il aurait besoin de plus courir pour se remettre dans le rythme? Je ne sais pas, c'est une question que je pose et j'aimerais avoir vos avis aussi pour essayer de comprendre un peu le cas Bouhanni cette année. Daniel, peut-être que tu as un avis? Ouais, c'est vrai que Bouhanni, sur les dernières semaines, alors que son premier gros objectif de la saison, c'était quand même l'enchaînement Paris-Nice, Milan-San Remo et la Catalogne, il est vraiment pas au niveau. Après, il y a quelques semaines en arrière, il était au Tour d'Oman, je crois, enfin au Moyen-Orient en tout cas. Il était pas top, mais il était quand même plutôt moyen, quoi. Il tournait autour de la cinquième. Une deuxième place à un moment. Voilà, il tournait un peu autour de la 5e place, donc on peut dire que c'est normal pour quelqu'un qui est en reprise. Là, en revanche, la suite, c'est vraiment beaucoup plus difficile pour lui. Donc, est-ce que c'est vraiment une maladie qui le poursuit là depuis quelques semaines? Je sais pas, ou est-ce que c'est des soucis avec son équipe? Bon, quand je vois qu'il fait une déclaration à certains médias pour dire que non, il n'était pas malade et qu'il voulait faire Milan-San Remo, c'est un peu bizarre. Parce qu'au départ, je regarde donc là très rapidement ses résultats de début de saison. Il démarre à Dubaï avec une 5e place et une 2e place sur 2 étapes en ligne. Bon, rien de particulièrement inquiétant à ce moment-là, hein. Les victoires ne viennent pas, c'est sûr, mais le début est correct. Et c'est ensuite que ça commence à se tasser. On voit au Tour d'Oman, justement, il accroche une 4e place lors de la première étape et ensuite plus grand-chose. Et bah, après, la suite, c'est Paris-Nice, on la connaît un peu plus déjà. Et c'est vrai que c'était difficile de l'imaginer être emmené par l'équipe de Vasseur sur Milan-San Remo. Ce qu'on a vu ensuite qui est confirmé. Alors après, est-ce que c'est pas aussi un cercle vicieux qui se met en place? C'est-à-dire, si on l'avait emmené sur Milan-San Remo, ça l'aurait peut-être mis aussi plus en confiance, aurait peut-être pu réussir à accrocher un résultat qu'il aurait trouvé lui-même correct et le relancer. C'est difficile de savoir, parce que déjà, on n'est pas dans le secret des dieux dans l'équipe, et que finalement, Bouhanni lui-même communique assez peu. Lui communique peu et l'équipe aussi a une communication qui est un peu particulière parce que s'il avait un problème de santé, sans doute qu'il nous l'aurait dit. Enfin, il l'aurait dit déjà rien que pour justifier ses contre-performances, mais là, ça reste très flou. Alors, est-ce que c'est, comme tu l'as dit, un problème de confiance qui fait qu'il n'est pas très performant ou est-ce qu'il y a des problèmes internes? Et là, forcément, l'équipe n'a pas du tout intérêt à communiquer là-dessus. Donc, cette ambiguïté fait que forcément, on peut avoir plein d'idées, mais... Communiquer là-dessus sans faire partie de l'équipe, d'ailleurs. C'est vrai, oui. C'est vrai. Partie d'une autre équipe, mais communique bien là-dessus quand même. Hein. Après, c'est vrai. Et toi, Charles, vu que tu travailles vraiment dans le domaine du cyclisme, comment est-ce que tu perçois en tant que rédacteur cette communication qui est très difficile? Comment tu arrives toi-même à te positionner pour essayer d'analyser le cas Bouhanni et le cas Cofidis? Le cas Cofidis et Nasser Bouhanni, c'est assez curieux, on va dire, parce que on sait tous plus ou moins ce qui se passe, mais personne ne va le dire. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde sait qu'il y a tout le monde sait qu'il y a un souci entre Nasser Bouhanni et la Cofidis. Tout le monde sait plus ou moins pourquoi, mais personne ne va jamais le dire. Déjà, on a eu un papier de l'équipe qui est sorti cette semaine, comme quoi Cofidis avait arrêté de payer le père de Nasser Bouhanni, qui apparemment le suivait sur toutes ses courses. Alors, on va reprendre ce que je viens de dire, c'est-à-dire que l'équipe du coureur, qui a également en son sein le petit frère de ce même coureur, paye le père pour qu'il accompagne son fils sur les courses. Bah moi, quand je lis ça, déjà je me dis qu'il y a un truc qui tourne par rond, qui tournait par rond puisque ça a été arrêté, et qu'il y a un clan Bouhanni. Rassure-moi, il était quand même payé pour une certaine tâche, une certaine fonction. Il n'était pas payé en tant qu'accompagnateur. Moi, je le comprends comme accompagnateur de son fils. Moi, je le comprends comme ça aussi. Il n'entraîne pas le gamin de temps en temps Si, mais bon, non, mais c'est pas au père d'entraîner le. Enfin, s'il entraîne le gamin, très bien. Mais normalement, les pères, combien de fois on voit les coureurs dire merci à mon père, je crois que ça Arnaud Démarre d'ailleurs, qui a fait 2 heures à moins 1 degré sur le scooter pour que je le suive derrière. Bon, et c'est le père, il va pas se faire payer pour aider son fils. Non, en général, ils ne sont pas payés. Non. Mais là, peut-être que ça allait plus loin. Ben oui, je pense.
les résultats sont quand même très négatifs actuellement. Et est-ce qu'il y a une corrélation entre le départ de son père de la structure et ses résultats plutôt mauvais? Je ne sais pas du tout, mais on peut imaginer que ça avait quand même une importance assez grande pour qu'il soit toujours présent. Et là, ce qui se dit, c'est que le père de Nasser Bouhanni était effectivement très présent sur les courses. Après, est-ce que c'est vrai ou pas? On peut laisser libre à chacun de croire ce qu'il a envie, mais de ce qui ressort, ça crée une atmosphère qui était quand même assez lourde autour du staff, des mécanos, etc. Une espèce de suspicion des coureurs aussi. On sait déjà que de base, un sprinter aime être entouré de, on va dire, de coureurs, au moins déjà de coureurs de confiance. Donc il est souvent accompagné, qu'il a un groupe autour de lui, en tout cas il atteint un certain niveau de qualité. Ce qui était le cas de Bouhanni. Donc, effectivement, lorsqu'il est arrivé chez Cofidis, on peut imaginer qu'il a dû mettre un certain degré d'exigence assez élevé. Et que... Après, Nasser n'est pas forcément à blâmer pour ça, pour moi, parce que Cofidis a accepté ses conditions. Donc, voilà. Enfin, je pense que ça serait trop facile de tout remettre sur lui. Lui, il a posé des exigences. À partir du moment où Cofidis dit oui, c'est Cofidis qui a blâmé. Enfin... Et c'est finalement assez courant. Après, bon, alors, sachant qu'on parle, enfin, pour ma part en tout cas, de ce que je lis ici et là, par des médias professionnels notamment, je ne suis pas dans le secret des dieux, donc pour ma part, je parle sur des on-dit, ou du moins on écrit plutôt. Mais après, c'est vrai que pour les résultats qu'a Nasser Bouhanni, si on accepte la UCI classique, que pour moi il aurait dû gagner, mais bon, c'est un autre débat, il n'a quand même pas les résultats à la hauteur de ses exigences. Et quand je parle d'exigence, je parle en termes de salaire, mais je parle en termes de leader également. Quand on lit que Florian Sénéchal et Clément Venturini sont partis parce qu'ils n'en pouvaient plus de la cohabitation avec Nasser Bouhanni, quand on voit le talent des deux coureurs, c'est quand même un peu problématique. Après, c'est sûr que si Cofidis se met à genoux devant Nasser Bouhanni et lui dit fais ce que tu veux, c'est eux à blâmer, c'est à eux de poser le cadre. Bien sûr. C'est pas au coureur qui déjà est bien assez occupé par ses entraînements, ses jours de course, ses relations avec ses collègues, parce que c'est facile de dire c'est Nasser Bouhanni le grand méchant, les autres sont tous des gentils. On sait tous que c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est à Cofidis aussi de taper du poing sur la table et pas faire les soumises, c'est eux qui payent. C'est à eux de dire bon, il se passe ça, ça et ça, t'es pas content, ben il y a ça, t'es content, voilà. Mais on peut se poser aussi la question de la longueur du contrat qui a été offert à Nasser Bouhanni. Parce que là, qu'est-ce qui se passe? En gros, on voit que Cédric Vasseur a l'intention de resserrer la vis pour que les choses se passent un peu plus sainement au sein de la Cofidis. Et je trouve qu'il a complètement raison. Mais le problème, si j'ai bien compris, c'est que Nasser Bouhanni est en fin de contrat fin 2019. Donc imaginons qu'on parte vraiment au clash et qu'il y ait un souci, que Nasser puisse plus courir ou qu'on ait un cas un peu à la Brian Cocard. Qu'est-ce qui se passe fin 2018 si personne ne rachète le contrat, la dernière année de contrat? Nasser Bouhanni va rester chez Cofidis jusqu'à fin 2019. Donc là aussi, imaginer ça quand même un an entre guillemets de chômage technique ou pas de chômage technique, mais de petites coursettes par-ci par-là. Et pour moi, là aussi, il y a un problème. Comment Cofidis a pu offrir un si long contrat à Nasser Bouhanni? La Cofidis a quand même un budget pour une équipe continentale pro assez conséquent. Donc, qu'ils aient cherché à pérenniser le contrat de Bouhanni, ça m'étonne sans plus, parce que après tout, quand on regarde jusqu'à présent, il offrait quand même encore des garanties, même lorsqu'il ne gagnait pas, il était quand même souvent placé, présent. C'était rare qu'on le voie bazarder une course comme il peut le faire ces derniers temps, c'est-à-dire en n'étant pas du tout au niveau. Quand je dis bazarder, c'est pas forcément de son fait, hein. Peut-être qu'il il peut pas. Mais jusqu'à présent, on voyait un Bouhanni. Même l'année dernière, moi, je trouvais que chez Cofidis, il avait fait une saison finalement assez solide, malgré les tracas. Mais c'est pas Marcel Kittel, quoi. Enfin, il signe chez Cofidis, il n'a pas gagné 5 étapes du Tour de France, il n'est pas triple champion du monde. Enfin, il n'a pas gagné Milan-San Remo, il n'y a pas de. Non. Ça restait un risque. Mais la Cofidis, c'est pas la Quick-Step. C'est quand même une petite équipe qui avait besoin d'un grand nom. Personnellement, pendant très longtemps, j'ai trouvé que Cofidis était une équipe qui n'était pas très enthousiasmante. Et à partir du moment où ils ont essayé vraiment de prendre des bons coureurs comme Navarro,
comme d'autres, eh ben, ça n'a pas marché la plupart du temps, mais au moins il y avait cette tentative d'attirer un nom plus ou moins intéressant et de lui donner l'occasion de se développer, de s'épanouir. C'est ce qu'ils ont essayé de faire avec Boigny, qui avait déjà quand même un palmarès assez intéressant. Ça n'a pas l'air de marcher totalement, mais finalement, pour la Cofidis, d'avoir un nom comme lui, c'était quand même assez intéressant. Enfin, je sais pas, Daniel, tu voulais intervenir, je crois. Oui, effectivement, l'équipe Cofidis s'est un peu reconstruite en recrutant Bouhanni. Et pendant 2 ou 3 ans, ça a plutôt bien fonctionné. Là, cette année, il y a l'arrivée de Cédric Vasseur qui a un peu souhaité resserrer la vis, comme tu disais, Charles. À partir de là, ça a l'air de mal se passer, mais c'est dommage pour tout le monde, puisqu'il y aura pas de gagnant dans l'affaire. Et je pense que l'idéal maintenant, c'est que les Vasseur et Bouhanni se mettent autour d'une table pour un peu discuter de leurs problèmes et essayer de trouver une sortie. Et là, je parle pas forcément de rupture de contrat, mais de trouver une méthode de travail qui puisse convenir aux deux. Parce que pour moi, c'est pas qu'un problème d'ambiance. Finalement, quand on regarde ce qui se passait à la FDJ, il y a une période où l'ambiance ne devait pas être non plus très, très sereine pour Nasser Bouhanni, ce qui n'empêchait pas d'enquiller encore les bons résultats à l'époque. Après, à la décharge de Bouhanni, il ne faut pas oublier la grosse chute du Tour de Yorkshire l'an passé aussi. Il y a quand même... qui a peut-être laissé plus de séquelles que ce qu'on peut penser. Quand on voit un John Degenkolb cette année, depuis la pré-chute, c'est le jour et la nuit, quoi. Par contre, quelque chose qui m'interpelle, c'est la dépendance de certaines petites équipes par rapport à un coureur et surtout un sprinter. Donc on sait que quelqu'un qui sprinte beaucoup va potentiellement amener pas mal de victoires, il va permettre de faire parler de l'équipe, mais là, Cofidis, c'est quand même... Enfin, ça va encore Cofidis, mais quand on pense à l'équipe de Jérôme Pinault et à la dépendance par rapport à Coquard, on peut se demander, mais comment une nouvelle structure ou comment une petite équipe peut devenir aussi dépendante d'un seul coureur? En plus, un coureur qui potentiellement va plus risquer de tomber parce qu'il sera présent dans les emballages finales où c'est souvent dangereux ou en jeu des coudes. Donc là, c'est un pari qui peut être très intéressant, qui peut donner des résultats vraiment intéressants, vraiment porteurs pour la réputation de l'équipe, mais c'est aussi un danger assez grand. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, Charles, par exemple, de ce pari, de ce risque qui est pris. Je te rejoins vraiment complètement là-dessus. Pour moi, les équipes Conti Pro qui misent tout sur un grand leader font une grave erreur parce qu'elles n'ont pas forcément le budget pour pouvoir recruter quelqu'un d'autre en cas de contre-performance. Et dans le cas où ça se passe pas très bien, derrière, c'est compliqué. Là, on peut le voir avec Fortunéo. 0 victoire, 0 podium depuis le début de saison. Si jamais Warren Barguil n'est pas au niveau au mois de juillet pour le Tour de France, ça va être compliqué parce que là aussi, on n'a pas un contrat d'1 an et les moyens ne sont pas illimités. On parlait de Vital Concept également. Brian Coquard, d'accord, il a gagné au Tour de Man, mais c'est tout, quoi. Aujourd'hui, il était 18e, je crois, à La Panne. Le début de saison a été très, très poussif. Et Jérôme Pinault, au lieu de faire la leçon sur les méthodes d'entraînement de Nasser Bouhanni, ferait peut-être mieux de s'occuper de ses coureurs et de réaliser qu'il est plus consultant, mais directeur sportif. Je ne suis pas sûr qu'il apprécierait que Cédric Vasseur lui explique que Brian Coquard s'entraîne mal. Donc, ce qui va peut-être arriver d'ailleurs, la réponse du Berger à la Bergère. Cédric Vasseur n'a pas non plus sa langue dans sa poche. Je ne pense pas qu'il va se laisser faire, ou qu'il soit très heureux de ce type de déclaration. Quand on a une équipe comme Jérôme Pinault qui a beaucoup de mal à gagner, on ferait d'abord mieux, je pense, de se concentrer sur son effectif et ses faiblesses. Ça mérite d'être clair, en tout cas. Je vais juste terminer sur la Cofidis. Le point positif de cette affaire, c'est que elle a lieu au moment où plusieurs coureurs font de vrais résultats, et je pense notamment au 8e de la panne, c'est-à-dire Hugo Hofstetter, qui finalement, si Bouhanni n'est pas trop sur les courses en ce moment, ça permet à des coureurs rapides de pouvoir faire leur place. Alors, il y a Christophe Laporte, et ça va être amusant de voir ce qui va se passer pour le Tour de France, parce que si les deux sont alignés, Laporte et Bouhanni, c'est qui va être le sprinter désigné? Mais Hugo Hofstetter, par exemple, arrive à combler un peu le vide, parce que c'est un vide, quand un coureur comme Nasser Bouhanni qui est un peu plus en difficulté en ce moment, ça permet de faire apparaître des jeunes. Oui, Charles? Oui, mais justement, par rapport à ça, moi, je voulais vraiment tirer un grand coup de chapeau à Cédric Vasseur, parce que d'un côté, on a, comme tu l'as dit, comme on l'a tous dit, cet épisode Nasser Bouhanni qui plombe un peu tout, mais de l'autre, on a le recrutement de Jesus Serrada, qui a été vraiment très bon au Moyen-Orient,
qui fait un très très bon début de saison. On a, comme tu l'as dit, Hugo Hofstetter qui fait de belles places. On a aussi un Christophe Laporte qui est en feu. Donc d'un côté, Cédric Vasseur, il a fait le choix de mettre en difficulté, entre guillemets bien sûr, Nasser Bouhanni, mais de l'autre, on peut dire que son pari est réussi, puisque ses autres coureurs sont vraiment super forts. Il a réussi à sortir de ça en l'espace de 2 mois. En fait, tout ce qui avait foiré chez Cofidis avant, Cédric Vasseur l'a cassé en 2 mois. Peut-être ça, pas, franchement, chapeau. Peut-être pas tout lui mettre. Je veux dire, il a un certain crédit, mais peut-être pas responsable de tout non plus. C'est-à-dire que pour ce qui est des recrutements, je ne sais pas dans quelle mesure il avait la main mise là-dessus. Mais c'est vrai que là, l'effectif a gagné en profondeur. On voit Hofstetter. On a maintenant effectivement des petits jeunes qui commencent aussi derrière à se manifester. Jesus Serrada, c'est effectivement une très bonne recrue. Derrière, on a des gens comme Godon, par exemple, des petits jeunes comme ça qui commencent à se montrer. On voit que l'effectif a gagné en profondeur quand même. Oui, il y a une vraie profondeur d'effectif. Benjamin, je crois que tu as vu quelques performances aussi chez Mathias Le Turnier, il me semble, en début de saison. Qui était vraiment... clairement. C'est un des coureurs, je pense, qui va compter dans les années à venir. On l'avait vu, on se rappelle tout de sa superbe échappée autour de Lombardie l'an dernier. Je ne vais pas parler que de ça. Il avait fait un Il a les plus costauds dans cette échappée, il me semble, un des derniers à se faire rattraper. C'était le dernier à se faire reprendre. Ouais. Et là, cette saison, au Tour cycliste international de la Provence, il fait 6e. Au Grand Prix de la Mercedes, 25e. Au Classique de l'Ardèche, 25e. Bon, c'est pas trop mal quand même pour un coureur qui est quand même juste je crois que c'est sa 3e année pro, sa 2e. Je sais plus si en 2016 il était stagiaire ou néo-pro. Moi je trouve qu'il y a des motifs d'espoir pour ce coureur. Il me tarde de voir Anthony Perez qui a monté de très bons signes l'an dernier, qui a plus de mal en ce début de saison. Et puis c'est une équipe qui entame sa métamorphose, puisqu'on a parlé du recrutement des frères Herrada. Je rappelle également qu'il va y avoir un des cyclistes français les plus prometteurs qui va signer dans cette équipe à partir du 1er août. C'est Victor Lafay, qui est un grimpeur. Et à tout ça, il ne faut pas oublier non plus Bert Van Lerberge qui fait son top 10 au Red Volk en World Tour en début de saison. Enfin un Belge qui marche chez eux. Voilà. Après les échecs Van Bilsen, Van Steyen et Klaes. Ce qui est amusant dans cette discussion, c'est qu'on parle d'un problème, le manque de performance de Bouhanni, et là on est en train de dévier vers des très bonnes nouvelles pour Cofidis, en fait, c'est-à-dire des bons résultats, un futur qui s'annonce plus ou moins clair. Donc à partir d'une difficulté, l'équipe est peut-être en train de tirer profit du problème de Bouhanni pour s'émanciper, pour s'épanouir. Et là on verra ensuite comment Bouhanni va lui-même réagir. On dit souvent que les sprinteurs sont des caractériels. Et là, c'est aussi un moment assez intéressant pour lui. À quel point ça va, si ce n'est pas un problème physique et plutôt un problème de mental et de confiance, à quel point ça va peut-être le secouer, le motiver pour le faire revenir encore plus fort et être digne du niveau de ses équipiers. Que l'émergence de... Pardon, Benjamin, vas-y. Non, je vais juste dire un petit mot sur Nasser Bouhanni. Je pense qu'il gagnerait à être dans une équipe étrangère. Il serait peut-être un peu plus loin des polémiques franco-françaises qu'aiment bien tisser les journaux, dont on parle nous aussi, parce que c'est ce dont on parle depuis 10 minutes. Et je pense que ça lui servirait peut-être, lui permettra moins dans une équipe étrangère très structurée, les quelques fantaisies que Cofidis a permis. Oui, moi j'aimerais beaucoup le voir aussi dans une équipe étrangère, tout comme Thibaut Pinot, pardon d'ailleurs. Alors Thibaut Pinot, en fin de saison. Moi j'ai peur que Thibaut Pinot, si on le sorte de sa zone de confort, ce soit une catastrophe. J'ai l'impression que si Thibaut Pinot quitte la FDJ, alors soit ça peut faire quelque chose de bien, soit dans les 2 ans à venir, il arrête sa carrière. Ça sera vraiment tout ou rien. Non, en ce sens, il ressemble un petit peu à Andy Schleck, non? Ouais. Oui, puis ils ont des passions en commun, je crois. J'ai lu ça également aujourd'hui sur le forum, cette comparaison, une forme de fragilité mentale qu'on retrouverait chez Pinot. C'est plus c'est l'amoureux de ses montagnes. C'est ça. Et je crois que si on le délocalisait, il aurait peut-être moins la capacité d'adaptation que... Je vais prendre un coureur que j'ai suivi énormément dans les années 2000, David Moncoutier, qui a marché quand il était en Haute-Garonne, qui est parti à Paris et qui grimpait comme un avion et qui a fini à Lyon
et qui arrivait quand même à tourner. Je pense que si Thibaut Pinot allait par exemple à la Sky, qui est une équipe qui marche comme il faudrait pour Pinot, et qu'elle lui disait tu vas devoir habiter autre part, non, là je crois que ça le ferait pas du tout. On précise à nos auditeurs que on prend des pincettes quand on évoque la FDJ, puisque la plupart des membres du forum sont fans de l'équipe, donc on fait très très attention à tout ce qu'on peut dire par rapport à ça. Par contre, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que Thibaut Pinot aime aussi la pêche, afin de voir s'il a beaucoup de liens avec Andy Schleck, et si le jour où il arrêtera sa carrière, il arrivera à trouver un hobby qui lui permettra de s'amuser toute la journée. La question est ouverte, et si des gens ont envie mais si, je crois qu'il a un étang. Je crois qu'il a un étang et qu'il pêche régulièrement. Donc... Il semble avoir vu des photos déjà aussi. Mais blague à part, moi je verrais sérieusement bien Thibaut Pinot dans une équipe comme Trek Segafredo ou voir Bahrain Merida avec un Vincenzo Nibali. C'est quelque chose qui me plairait beaucoup. Ça reste très personnel. Après, pour revenir sur les positions de Pinot, on sait qu'il aime les chèvres, donc pour un supporter du PSG, aimer les joueurs de Marseille, je plaisante, c'était une petite plaisanterie qui ne veut rien faire là. Si on peut éviter de trop polémiquer là-dessus. Moi, quelque chose qui m'a aussi fait tiquer ces derniers jours, c'est les difficultés à suivre les parcours initiaux proposés, parce qu'on a eu quand même plusieurs courses où la météo est venue un peu perturber les roulés. Donc on l'a brièvement évoqué sur le Tour de Catalogne, déjà l'étape de mercredi, donc rabotée. On a eu également, je crois, le Grand Prix de Denain qui a été modifié quelques heures, ou peut-être la veille du départ. Et aujourd'hui, je crois qu'on avait également une course en Tunisie. Alors peut-être que Benjamin, tu vas nous en parler un peu plus, parce que il y a des noms qui nous tiennent un peu à cœur, a priori, sur cette course. C'est ça. Alors pour parler de la météo, c'est vrai que on a vu sur les épreuves de cette semaine des changements avec le temps pourri qu'on a un peu partout. Le Grand Prix de Denain qui a vu la disparition de la plupart des secteurs pavés, grande nouveauté de cette année. Je m'attendais à une purge, heureusement on a une belle course, donc ça va. Le Tour de Catalogne, donc on l'a vu aujourd'hui, même si la course a été belle encore une fois, eh bien on n'a pas eu ce qu'on attendait. Et donc par contre, il y a une course qui, elle, a fait fi des difficultés météorologiques, c'est le Tour cycliste international de la pharmacie centrale de Tunisie. Ah mais ça c'est génial. Est-ce que tu peux nous la refaire juste? Est-ce qu'il y avait l'équipe Sky? Et non, il y avait pas et non, parce que c'est une pointe 2, donc ils n'ont pas le droit d'y Ils n'ont pas le droit de participer. Voilà. Tour cycliste international de la pharmacie centrale de Tunisie. Donc, du coup, il y a quelques équipes continentales, notamment la Sovac Nature Forever, qu'on connaît puisqu'il y a Robin Stenuit qui intervient parfois sur le forum, qui est en son sein, qui est malheureusement abandonné parce qu'il est malade. Mais il y a également une équipe amateur française que je suis particulièrement, puisque c'est l'Occitane Cyclisme Formation, ou court, Guillaume Gaborio, alias Guigui22 sur le forum. Donc, c'est un coureur qu'on suit depuis des années, aux côtés d'un coureur comme Stéphane Pouilles, qui était pour l'an dernier, de Jean Goubert, qui n'a pas de lien avec Stéphane, qui est le grimpeur de l'équipe, d'Adrien Thomas, on connaît très bien son frère, c'est le frère de Benjamin Thomas. Il y a également Julien Buisson dans l'équipe, et donc, et Cédric Yanis Locatin, pour parler de toute l'équipe qui est engagée. C'est la tête d'affiche de cette course. Bon, alors on peut parler de Gaëtan Mille, mais surtout du vétéran italien Davide Rebellin, l'éternel, puisqu'il a 46 ans et il continue toujours à écumer les courses avec une certaine réussite. Donc lui, c'est Sovac. Il est chez Sovac, exactement. Donc la même équipe que Robin Stenuit. C'est ça. Et en fait, sur ce tour, donc hier, étape, donc il faisait pas beau temps, il faisait 11 degrés. Donc Stéphane Pouilles termine 3e, Guillaume Gaborio 4e, derrière Reguigui et Hamza de la Sovac. L'équipe occitane était dans une bonne position puisque c'était les mieux placés dans le groupe de tête avec la Sovac. Et aujourd'hui, alors une étape avec des conditions apocalyptiques, puisqu'il a fait 0 degré la moitié de la course, pluie, neige au sommet. Pour Tunisie. Et pour la Tunisie.
Voilà. Alors, une question que je me pose, moi, quand même, c'est... Ils ont été gâtés, les pauvres. Parce qu'on se la pose tous, cette question-là, mine de rien, intérieurement, c'est comment est-ce qu'on peut décider que c'est une bonne idée d'appeler une course de vélo un tour de la pharmacie centrale? Est-ce que pharmacie veut dire la même chose en Tunisie qu'en France? Parce que je sais que chez l'UCI, le ridicule ne tue pas, mais enfin, à un moment, quand on valide le nom des courses, qu'on valide le nom autour de la pharmacie centrale, vu les problèmes actuels, je sais pas, ça me pose question. Ouais. Et donc je reviens sur l'étape du jour. Alors, tout simplement, et les conditions apocalyptiques qu'il y a eu à l'arrivée 7 coureurs. Donc Guillaume a abandonné, on en a discuté sur Facebook, Charles et moi, avec lui. Il nous a dit qu'il était en pleurs, il tremblait, il pouvait même plus passer les vitesses. Il n'avait jamais eu aussi froid. Juste après lui, Reguigui et Rebelline abandonnent également. Mais cependant, pour son équipe, c'est une étape qui compte, puisque derrière Gaëtan Bill qui gagne, il y a Adrien Thomas qui se fait reprendre dans les derniers mètres, qui finit second, Stéphane Pouillès troisième, je crois, à nouveau. Et il y avait Jean Goubert qui finit septième. Et c'était la seule équipe. De toute façon, sur 7, ils sont 3. Donc vous comprenez qu'ils sont en majorité face à leurs concurrents. Sauf que voilà. La course va s'arrêter là, j'imagine. Elle va continuer. Eh bien, en fait, vu qu'on a un organisateur qui suit à la lettre les règles de l'UCI, qui sont un peu psychorigides, il n'y a que 2 solutions. Soit la course pour les 2 dernières étapes continue à 7, mais le problème c'est qu'il n'y a pas les moyens en fait de transporter tous les abandons. Guillaume nous racontait que pour aller d'un point à l'autre, c'est l'étape en fait. Il n'y a pas d'autres moyens. Donc même s'il a abandonné, il faudrait qu'il fasse l'étape en vélo pour aller à l'hôtel le soir. Oh là. Ça doit être des conditions quand même vraiment. Ouais. Surtout avec le temps. Alors Vincent Cabanel sur Facebook. Guigui, on a une pensée pour toi vraiment. Ouais. Guigui, on pense à toi. Ouais. Vincent Cabanel qui est un coureur de l'Occitane et qui est sur le forum également sous le pseudo d'Anton 46. Était mort de rire puisqu'il expliquait que ses coéquipiers étaient tout heureux d'aller en Tunisie parce qu'ils allaient chercher le soleil. Ils sont bien tombés. Voilà, et en fait, l'organisateur a choisi l'autre solution puisque de toute façon, il ne voulait pas bloquer les routes. Ça se comprend, c'est un petit organisateur pour 7 coureurs. Et bien tout simplement, l'étape est annulée. C'est-à-dire que Gaëtan Bill, on y enlève sa victoire. Adrien Thomas, Stéphane Pouillès et Jean Goubert pour parler des Français. Mais les temps ne seront pas pris en compte, c'est ça? Non. Les temps ne seront pas pris en compte. Donc, mais ce qui est un peu dégueulasse, parce que... une étape de 175 km dans le glacial, pour rien. Guillaume nous disait d'ailleurs, non mais j'aurais su ça, j'aurais arrêté 2 heures avant. Oui. Qu'au final, Gaëtan Bill, il va forcément les payer, ces efforts-là, demain. Ça reste une classe 2, donc c'est pas très grave, mais... ceux qui sont allés au bout... Ces mecs-là seront désavantagés par rapport à ceux qui ont arrêté, parce que forcément, ça se payera. Tu peux pas faire 150 bornes ou je sais pas combien de kilomètres faisait l'étape. Même pour l'Occitane, ils étaient à 3, il y avait 4 adversaires, ils avaient la moitié du peloton finalement. Ils pouvaient gagner une classe 2 pour une équipe amateur française, c'est énorme. Bon, ils ont au moins découvert qu'il n'y a pas d'extrême weather protocole en Tunisie, visiblement. Voilà, c'est ça. Très bien. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là, sur cette petite note. C'est tout pour aujourd'hui. Bien, merci de nous avoir suivis et écoutés jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires sur notre chaîne YouTube. Dans la mesure du possible, on essaiera d'y répondre. Voilà, et on se retrouve pour une prochaine émission très très bientôt. Merci encore. Au revoir. Au revoir. Au revoir.